Donc, on va redémarrer la session. Donc, on va parler d'allogreffe. Donc, je suis ravi d'accueillir le professeur Stéphane Descamps, qui est, voilà, qui, grâce à lui et à son équipe, on peut donc utiliser ce tissu précieux qui est l'allogreffe. Donc, on va vous en parler parce que ça reste encore un sujet assez intime et avec plein de perspectives. Donc, voilà. Donc, on va vous faire un petit topo dessus. Donc Stéphane va commencer pour vous présenter un peu ce qu'est une allogreffe. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. D'autant plus que c'est pour parler donc d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à Clermont au travers de cette association qu'on appelle l'Ostéobanque. Alors, pour introduire le sujet, on va discuter de cette allogreffe. Euh, alors, une allogreffe, c'est un tissu humain qu'on va prendre chez un patient A et qu'on va greffer chez un patient B. Et quand on va récupérer le tissu chez un patient, eh ben, il va être un patient qui est vivant. C'est la grande majorité des cas, c'est 87% des allogreffes. C'est du patient vivant. C'est les têtes de banque qu'on récupère lors de prothèses totales de hanche, notamment pour le tissu d'appareil locomoteur. Mais c'est aussi des patients qui sont décédés et on va pouvoir élargir un petit peu le registre des prélèvements dans ce cadre-là. C'est évidemment une pratique qui est assez encadrée par les lois de bioéthique, par le Code de santé publique, bien entendu. Et donc, il y a un encadrement qui est très, très précis et qu'on va juste évoquer. Alors, il y a des règles d'or sur cet allogreffe. Le sujet donneur, il a consenti à donner son tissu. Alors, vous avez tous entendu parler de ces registres. En fait, on va, dans un premier temps, consulter si le patient a émis une réserve vis-à-vis d'un prélèvement de dons, ce qui est rarement le cas, mais il y a un registre, donc on va le consulter. Mais il y a également la famille au travers des équipes de prélèvement qui sont consultées. Et c'est là qu'on va perdre beaucoup, beaucoup de potentialité de prélever. C'est la première règle, c'est le consentement. La deuxième, c'est la gratuité du don. Et la troisième, c'est l'organisation de ces prélèvements et de l'organisation du suivi des tissus par des banques de tissus. Alors, l'historique, ça vient des os, hein, puisque il y avait les banques d'os, mais pour les têtes cryoconservées, mais il y a également tout ce qui va être reconstruction, et notamment reconstruction dans les tumeurs osseuses. Et donc l'historique, elle vient de ces allogreffes osseuses. Et ce sont des allogreffes qu'on a en stock ou pas, et qu'on peut éventuellement délivrer sur des demandes particulières. Voilà, on ne prélève pas d'humérus de façon systématique, mais si on a besoin d'un humérus, on va pouvoir le récupérer. Et puis le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les allogreffes de tissus mous. Alors, on a ici Non, ça passe pas. des exemples euh, de ces allogreffes de tissus mous avec, vous voyez, un appareil extenseur complet, par exemple, ou des tendons en tout genre, un ménisque. Alors là, vous voyez les pièces qui sont brutes. On pourra revenir là-dessus, c'est-à-dire que dans le process de récupération et de traitement de ces tissus, on va, dans un premier temps, avoir une première préparation au moment de la récupération des tissus au bloc opératoire. Et donc, comment dire, la qualité visuelle des tissus n'est pas toujours optimale. On va dans un deuxième temps essayer d'avoir une salle blanche pour pouvoir améliorer cette qualité visuelle. Alors, je vous le disais, il y a des contraintes réglementaires, elles sont résumées en quelque sorte sur cette diapo, euh, euh, qui expliquent la responsabilité en fait de la banque de tissus, qui est autorisée par l'ANSM, après avis de l'agence de biomédecine. Hein, l'agence de biomédecine, c'est elle qui va réguler l'ensemble de ces greffons. Il y a des contrôles, il y a des procédures en tout genre. Pour quoi qu'on fasse, il va falloir faire valider les procédures, que ce soit de prélèvement, de qualification,
d'envoi par l'ANSM. Et donc, on a des contrôles réguliers, bien entendu, avec un rapport d'activité annuel auprès de l'ABM. Donc, vous voyez l'élément central qui est la banque de tissus, et puis les autres éléments du système qui sont les centres préleveurs et les centres utilisateurs qui sont les établissements de santé. Il y a, je crois, 300 centres qui sont utilisateurs et une trentaine de banques de tissus en France. Un point qui est un élément essentiel sur lequel il a mis le doigt, c'est celui de l'irradiation des tissus. Alors, c'est important pour comprendre la littérature, parce qu'on va voir tout à l'heure des résultats. Les résultats, ils viennent toujours de séries américaines, ou anglo-saxonnes en général, et ces grosses séries, en fait, elles vont utiliser quasiment de façon systématique l'irradiation pour stériliser les allogreffes. On a une vision un petit peu différente en France, et on sait que, et c'est pourquoi on a cette vision différente, on sait que l'irradiation, pour être efficace, elle doit être au moins de 25 kg en termes de stérilisation du tissu. Et cette irradiation va avoir des conséquences sur les qualités mécaniques des transplants. C'est-à-dire que c'est une étude qu'on avait publiée, quand on va avoir différents traitements des allogreffes, on va diminuer leur résistance mécanique, et donc on va ouvrir la porte à des ruptures secondaires possibles. Alors qu'on est dans un système, quand on contrôle toute la chaîne de contrôle microbiologique qui est très satisfaisant, et dans ce travail qu'Alain avait ajouté, on voit que sur des séries d'utilisation d'allogreffe versus autogreffe, on a très très peu de différence en termes de contamination, en fait. Alors, pour vous donner un petit peu le cadre global des chiffres, ça c'est le rapport d'activité 2024, donc allogreffe en France, pour les tissus, hein, parce qu'on ne parle pas d'organes ici. Vous voyez que la grande majorité des tissus, ce sont les tissus qui sont prélevés par les ophtalmos, les greffes de cornée, avec voilà, des chiffres qui sont énormes. Et puis en appareil locomoteur, on est bien en deçà de ces chiffres, avec voilà, environ 120, 130 patients prélevés sur l'année 2024, ce qui représente quand même beaucoup de tissus, on le verra. Alors, l'activité en ce qui concerne l'os est assez stagnante. On importe encore des tissus de l'étranger, mais je dirais qu'on aurait la capacité de pouvoir livrer l'ensemble des besoins français si on avait une meilleure organisation. Par contre, on voit sur le schéma de droite que l'évolution de l'activité en ce qui concerne les tendons et les ménisques, ils sont vraiment croissants. Et, c'est le sujet de cette discussion d'aujourd'hui. Alors à Clermont, on a une banque qui est une banque donc associative qui a maintenant 25 ans. Ce sont des chirurgiens qui dirigent cette banque. On est tous bénévoles. Et vous voyez qu'on représente quand même 74% des tendons prélevés en France en 2024 et 82% des tendons distribués en France. Donc on est un acteur important pour cette activité. Et notre point fort, c'est cette diapo, c'est l'équipe mobile. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a organisé une ligne d'astreinte qui va se déplacer avec cette magnifique voiture et ces congélateurs embarqués qui vont se déplacer, voilà, comme pour les greffes d'organes dans la nuit, sur, pour l'instant, une grande partie sud de la France. On essaye d'augmenter le périmètre progressivement, mais ils font déjà beaucoup de kilomètres. Et vous voyez qu'on a une progression du nombre de prélèvements sur des donneurs décédés qui est de plus en plus importante. On avait 43 patients en 2024, avec les 33 et 10, là, ce sont les PMOT, c'est-à-dire des patients qui sont en prélèvement multi-organes, donc avec un cœur battant, et les autres, ce sont des patients qui sont à cœur arrêté. Alors, les indications dans ce qu'on distribue, en fait, c'est principalement pour de la ligamentoplastie. C'est comme ça que c'est classé dans nos tableaux. La ligamentoplastie de genou, mais on verra que c'est pas du tout la question de la première intention. Et puis, vous voyez qu'en deuxième rang, on va avoir d'autres types de chirurgie,
comme la ligamentoplastie de cheville. Et vous voyez que les greffes de ménisque, en fait, vous représentez que 2% de l'ensemble de ces... C'est vraiment un matériel qui est très, très rare et qui est difficile à obtenir. Il y a des contraintes, on en discutera sûrement. Alors, pour les reprises de ligamentoplastie de genou, on va avoir différents types de tissus, hein, différents types de tendons. Vous voyez, classiquement, c'était du tendon avec deux fragments osseux, hein, pour faire un KJ. Ça, c'était historique, on en retrouve encore. Ce qui est un petit peu dommage, c'est quand on doit laisser partir un appareil extenseur complet pour pouvoir... le chirurgien utilise uniquement deux petites barrettes osseuses et un fragment du tendon rotulien. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que voilà, on est des collègues, hein, on est des chirurgiens orthopédistes, on connaît à peu près les problématiques, et donc il ne faut pas hésiter à nous contacter en amont pour pouvoir discuter du meilleur tissu, du plus adapté en fonction des stocks et de ce qu'on peut faire et des résultats. La question est la même pour la cheville, hein, il faut qu'on discute de l'ensemble de ces choses. Alors, j'ai ramené, si ça intéresse des collègues chirurgiens, des petits flyers que je laisserai à la fin de la session au fond de la salle pour pouvoir avoir les coordonnées de la banque. Globalement, il faut faire une ordonnance. Hein, ce sont des tissus qui vont être remboursés par la caisse quand vous avez fait une ordonnance nominative de votre patient. Vous cochez d'abord ce que vous avez désiré comme type de tissu, et puis ensuite, vous nous contactez et on en discute et on essaie de trouver la solution la plus adaptée. Donc, en ce qui concerne l'organisation de l'utilisation, hein, on se place maintenant du côté de l'utilisateur, eh ben, il y a des choses qu'il faut respecter. C'est-à-dire que quand on vous livre une greffe de ménisque, du moment qu'elle va sortir des congélateurs de la banque, elle va être utilisée ou détruite. Et évidemment, ce n'est pas le jour à choisir pour que le patient annule son intervention. Donc il faut en discuter beaucoup avec le patient, il faut vraiment que ça soit très cadré, voilà, il faut que jusqu'au bout, on puisse utiliser ce greffon. Ce sont des greffons donc, qui sont congelés à moins 80. Le transport, ils vont diminuer un petit peu cette congélation, mais vous allez les recevoir congelés, et donc il faut les décongeler pour pouvoir les utiliser. Donc on va les mettre dans du sérum physiologique tiède. Il ne faut pas qu'il soit bouillant, parce que vous allez cramer vos tissus, mais il faut qu'il soit tiède, et il faut du coup qu'ils attendent un petit peu de temps également. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer l'intervention et puis dire, voilà, on va décongeler. Non, en général, il faut commencer par décongeler en début d'intervention les tissus, et puis ensuite, on va pouvoir les utiliser. Voilà, il y a toute une organisation qu'il faut respecter quand on va utiliser ce type de tissu. Je crois que c'est toi. Ouais. Alors oui, c'est important parce que faut bien que le patient prenne conscience de la rareté du tissu et que toutes les équipes soient voilà, quand il y a une greffe quand il y a une allogreffe ou une greffe, toutes les équipes au bloc sont assez organisées et savent que globalement c'est une chirurgie un peu spéciale. Donc notre utilisation dans l'équipe, voilà, c'est exponentiel, hein, on en fait de plus en plus. Un ordre d'idée depuis maintenant 4 ans, donc la chirurgie ligamentaire, on a utilisé à peu près plus de 250 allogreffes. On est des bons clients de Clermont-Ferrand, mais c'est vrai qu'on peut aussi remercier nos amis belges, hein, qui nous alimentent aussi. La chirurgie tendineuse, à peu près 100 utilisations. Et ouais, avec la chirurgie méniscale, beaucoup moins, bien que 15, ça reste un chiffre quand même assez important parce que voilà, c'est une chirurgie qui reste assez rare. Alors, quelles sont les indications validées? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, il ne suffit pas juste de faire une ordonnance et de récupérer une allogreffe. On essaye de cadrer un peu quand même quelles sont les indications pour pas que ça soit n'importe quoi. Donc, la ligamentoplastie du genou, voilà, il y a de plus en plus de reconstruction du ligament en France, avec forcément des taux de rupture qui sont significatifs, donc des cas de reprise de ligaments et de re-reprise de ligaments qui vont être de plus en plus fréquentes dans les années à venir. Donc il faut savoir les gérer, ces reprises. Et il y a également, de manière un peu plus rare et un peu plus spécifique, aussi la prise en charge des lésions multiligamentaires qui nécessitent beaucoup de tissus et là, pour lesquelles les allogreffes sont tout à fait utiles.
Donc l'avantage d'une allogreffe de ligament, bah, forcément, il y a beaucoup moins de morbidité liée au prélèvement, donc potentiellement faciliter la récupération musculaire. Ça diminue le temps opératoire. Forcément, avoir les greffons sous les yeux bah, diminue forcément le temps du prélèvement. Il y a moins de douleur et on peut augmenter les greffes, on peut les façonner comme on veut. Donc il y a pas mal d'avantages d'utiliser des allogreffes. Les inconvénients, il y a quand même moins bonnes incorporations de la greffe, c'est plus long, voilà. Il y a un risque infectieux théorique, mais qu'on a bien vu avec toutes les précautions prises qui restent extrêmement rares. Il faut savoir que globalement, il y a aussi un taux de rupture qui est un peu plus élevé quand même chez les moins de 25 ans. Donc, il y a pas mal d'avantages, mais quelques inconvénients. Alors, j'en ai fait un peu la littérature pour voir un peu qu'est-ce qui était validé aujourd'hui dans l'utilisation des allogreffes. Donc, pour ce qui est de la prise en charge des croisés antérieurs, voire des reprises de première intention, pas mal de papiers qui sont sortis comparant l'autogreffe, ce qu'on fait classiquement, versus l'utilisation d'une allogreffe. Donc, notamment lorsqu'on compare une autogreffe de tendon versus une allogreffe, on se rend compte quand même qu'avec 10 ans de recul, donc c'est quand même des séries avec pas mal de recul, il y a quand même plus de ruptures, 3 fois plus de ruptures quand on utilise ce type d'allogreffe. Lorsqu'on a comparé également des tendons os versus autogreffe de tendons os, allo versus auto, sans surprise, mais il fallait le prouver, ça reste quand même meilleur pour les autogreffes, avec des allogreffes qui cassent 3 fois plus. Donc en gros, aujourd'hui, quand même, de manière consensuelle, lorsqu'on a affaire à une rupture de première intention ou une reprise, aujourd'hui, l'utilisation d'une allogreffe de manière isolée n'est pas quelque chose de validé. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut quand même utiliser de l'autogreffe en première intention, ce qu'on fait dans notre pratique globalement courante. Alors par contre, quand on a affaire à des reprises itératives, lorsque le patient peut être amené à casser son ligament pour la troisième fois, qu'est-ce que dit la littérature? Alors, est-ce qu'on doit utiliser encore de l'autogreffe, sachant que c'est difficile, il y a moins de tissu disponible, ou cette fois utiliser de l'allogreffe? Donc là, globalement, pour ce qui est ressorti de la littérature, dans ces cas de figure qui restent quand même assez extrêmes, mais quand même de plus en plus fréquents, l'utilisation d'une allogreffe aujourd'hui est tout à fait validée dans ce cas de reprise itérative. Il faudra toujours quand même essayer de comprendre pourquoi le patient a cassé 3 fois, pour être sûr de faire mieux que le chirurgien d'avant, vérifier bien entendu s'il n'y avait pas de pente tibiale excessive ou de ligament périphérique qui était passé inaperçu. Et globalement, dans cette pratique-là, l'utilisation d'allogreffe reste validée. Donc voilà à peu près comment ça se présente. Il y a différentes techniques qui peuvent utiliser les allogreffes. Dans notre équipe, on fait quand même pas mal de Macintosh au fascialata pour lequel on utilise une allogreffe pour renforcer. Donc on a une espèce de ligamentoplastie un peu hybride qui permet de faire auto-allo qui est assez intéressante. Mais voilà, on peut utiliser, comme l'a dit Stéphane, un appareil extenseur pour prélever un tendon rotulien, faire un KJ, un tendon quadricipital. Voilà. Dans de rares cas, mais ça nous arrive, on nous en adresse souvent des genoux plus complexes, multiligamentaires, où il y a bien entendu plein de ligaments à réparer. L'avantage des allogreffes est évident, hein, ça permet d'aller plus vite, il y a moins de prélèvements, on peut façonner la taille des greffes pour réparer les ligaments périphériques, les croisés postérieurs, les croisés antérieurs. Ça diminue le temps de garrot, ce qui est essentiel dans le pronostic du genre de la prise en charge de ces patients. Globalement, l'utilisation d'allogreffe donne des résultats cliniques tout à fait satisfaisants dans la littérature, dans ces cas de figure de genoux très abîmés initialement. Donc, dans le cadre des allogreffes, utilisées pour les genoux multiligamentaires, c'est validé. Donc voilà, des réparations utilisant des bicroisés, comme dans cette photo. On voit qu'on a utilisé une autogreffe pour le croisé antérieur, une allogreffe pour le croisé postérieur. Alors, une pathologie qui m'est globalement assez chère, j'ai été formé assez tôt, c'est la greffe méniscale. Donc, c'est vraiment à partir de là que s'est développé, pour moi, la pratique de l'allogreffe a démarré. Donc, un petit mot, la greffe méniscale, c'est les indications, c'est des patients de moins de 50 ans, des genoux stables, stabilisés, axés ou réaxés, qui n'ont plus de ménisque. Donc, c'est des patients qui n'ont plus de ménisque. Souvent, c'est le ménisque externe, souvent dans le cas de figure d'ailleurs d'un ménisque discoïde qui aurait été traité très tôt et dont on aurait enlevé tout le ménisque. Donc des patients qui sont vus quand même assez tôt, qui ne sont pas arthrosiques, avec un retentissement fonctionnel majeur. Donc ça marche bien l'allogreffe quand ils sont pris tôt, surtout sur la réduction de la douleur. Ça améliore bien la cinématique du genou.
Mais bon, force est de constater quand même qu'à terme, les résultats, même si on est bon sur la douleur, on a du mal quand même à retarder l'évolution arthrosique. Donc on fait un sizing préopératoire, hein, souvent des radios. Ça a été le gold standard, c'est de faire des radios, de mesurer la largeur et la longueur du plateau tibial. On envoie donc les mesures à la banque d'os et la banque d'os nous trouve un ménisque adapté. Forcément, il faut qu'il soit de la bonne taille, hein. Si le ménisque est trop petit ou trop grand, ça ne va pas rentrer dans le genou. Donc on a pas mal travaillé dessus, on a décrit des techniques essayant d'évoluer en termes de techniques chirurgicales d'implantation pour essayer d'améliorer la survie de ces allogreffes. Donc en pratique, ça se présente comme ça. On reçoit vraiment un bloc osseux, en fait un hémiplateau tibial correspondant au côté qu'on veut prélever, donc soit un hémi externe, soit un hémi interne. On prélève le ménisque soigneusement en repérant bien sur ce ménisque les repères anatomiques. Donc voilà, on repère la corne antérieure, la corne postérieure, le tendon poplité et la jonction en fait entre le segment antérieur et le segment moyen. Après, c'est un jeu de fils, hein, parce que ces fils vont être introduits dans des tunnels osseux et il ne va pas falloir s'en mêler les pinceaux. Donc voilà, je vous passe rapidement la préparation. Donc après, tout se fait sous arthroscopie. Voilà, on va tout de suite constater en fait l'état du compartiment. Donc voilà, on a affaire à des. Vous voyez déjà, ce stade commence à déjà être un peu entamé. C'est ce jeune homme qui a plus de ménisque depuis 2 ans. On voit déjà le début des dégâts sur le cartilage. D'où l'intérêt de les prendre assez tôt. Voilà, après, c'est un jeu de tunnels. Donc on fait des tunnels en lieu et place anatomique. De là, on a mis les fils. Donc l'idée, c'est de faire des insertions solides au niveau de les cornes, donc corne antérieure, corne postérieure. Et on rajoute maintenant en plus 2 tunnels osseux à la jonction entre le segment antérieur et moyen et postérieur, afin de vraiment bien plaquer le ménisque et de diminuer le risque d'extrusion. Donc on arrive à tout introduire sous arthroscopie maintenant. Voilà, avec la force de l'habitude, voilà, à la fin, ça donne un bon positionnement de greffe. Voilà à quoi ça ressemble. C'était la greffe que vous avez vue tout à l'heure sur la table et que sous arthroscopie, on arrive à bien placer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation d'une allogreffe typique, une allogreffe de ménisque qui rend vraiment beaucoup de service à ces patients lorsqu'ils sont détectés très tôt. Voilà, un petit mot juste sur les tendons. Voilà, aussi, on utilise beaucoup les allogreffes dans les tendons. Alors, le tendon d'Achille, c'est pas le genou, mais sachez qu'on les utilise beaucoup. Également dans l'appareil extenseur, les ischio-jambiers ou d'autres localisations. Les indications pour les tendons sont toujours à peu près les mêmes, hein. C'est des lésions en saigne, donc diagnostic tardif. Donc, on a affaire à des phénomènes de rétraction, donc on ne peut pas suturer le tendon en direct, voire des réparations itératives avec des échecs, des ruptures qui imposent une excision du tissu de mauvaise qualité. On se retrouve avec des pertes de substances importantes qu'il faut savoir combler avec des allogreffes. Donc voilà des Achilles, hein, quand on a affaire à des cas de ce sort avec des pertes de substances très importantes. Il n'y a pas trop d'autre choix que d'envisager une allogreffe. Bon, il y a d'autres techniques maintenant qui peuvent être envisagées, mais les allogreffes restent quand même bien utiles. Voilà, donc ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Voilà, véridiques, hein, dont les allogreffes permettent quand même de rendre de grands services de dépannage. Le tendon quadricipital et voilà Nicolas Lefebvre qui, quand spécialiste des ischios, a aussi utilisé pas mal maintenant les allogreffes dans les cas difficiles de diagnostic chronique tardif de rupture des ischios. Voilà à peu près tout le panel dont je voulais vous parler sur les allogreffes tissulaires. Pour certains, je pense que c'est des messages un peu nouveaux, donc sachez que ça existe. C'est un nouvel outil en plein essor. Les résultats sont bons, mais les indications doivent rester rigoureuses. Voilà, c'est sur lequel on doit travailler avec Stéphane et tous les collègues à l'avenir pour essayer de bien cadrer les indications. Comme vous l'avez pu le constater, il y a quand même des chirurgiens derrière, hein, qui prennent une petite voiture n'importe quel jour, n'importe quelle heure dans la nuit pour aller prélever ces tissus. Et nous, on est très confortable au bloc opératoire, on fait des petites ordonnances, on nous donne des allogreffes. Donc, il faut que ça soit vraiment cadré, des indications rigoureuses. Il faut bien maîtriser les techniques chirurgicales. Donc, pas tout le monde peut avoir accès à une allogreffe sans maîtriser
des genoux multiligamentaires, des greffes de ménisques. Hein. Ce n'est pas accessible à tout le monde parce que ces tissus, si on les utilise mal, bah, c'est du gâchis. Donc c'est accessible à tous en pratique, mais je pense qu'il y a une volonté sanitaire de créer des centres de référence. Voilà, il y a un service rendu de ces centres qui doivent évaluer et publier. Et voilà, et on sera avec Stéphane très heureux de présenter un symposium pour la SFA en 2028 pour lequel on va commencer à travailler et vous faire des études intéressantes. Voilà, je vous remercie.